Bienvenue au webinaire d'une durée environ d'une heure ou plus en fonction des questions des participants qui a pour objectif de présenter les métiers de la DGCCRF, donc la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Donc enquêter pour contrôler les entreprises et protéger les consommateurs, devenez inspecteur ou inspectrice de la DGCCRF. Donc, on vous présentera les différents métiers d'inspecteurs, à savoir enquêteur au service national des enquêtes, enquêteur concurrence, enquêteur protection économique du consommateur, enquêteur sécurité des produits et adjoint en charge d'encadrer les équipes de gestion des alertes et des relations avec les partenaires. Donc, Jean-Yves Savoie, chef du bureau en charge de l'organisation des concours et du recrutement et des formations valorisation des compétences, présentera les missions de la direction, puis 6 intervenants vous feront part de leur retour d'expérience. Donc, à savoir Corentin Henry, inspecteur au service national des enquêtes, et SNE, Pauline Limard, rédactrice en administration centrale, donc dans le domaine du droit de la consommation, une thématique transverse à l'ensemble des inspecteurs. François Young, inspecteur à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la DRETS du Pays de la Loire, donc 44 au pôle C. Floriane Bouvier, inspectrice des DPP de Saône-et-Loire, 71, alors des DPP, pardon, des directions départementales de la protection des populations, pour être plus précise. Laura Guigné, inspectrice à la direction départementale de l'emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations, DD ETSPP, d'Eure-et-Loire 28. Adélie Nicole, adjointe au chef de service, donc direction départementale de la protection des populations, du Loiret 45. Donc ils vous feront part de leur retour d'expérience en tant qu'inspecteur et inspectrice et adjoint comme fonctionnaire d'État de catégorie A au service du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique. Chaque intervenant va préciser son parcours académique et professionnel, ses motivations à intégrer la DGCCRF, rapidement le type de préparation suivie, son poste, notamment, donc, et l'ensemble des postes pourvus à la DGCCRF, ponctués par des exemples très significatifs. Donc, les intervenants préciseront leurs domaines respectifs, à savoir le secteur d'activité économique au regard de leur mission attribuée, ainsi que leur périmètre d'action, à savoir à l'échelle nationale, régionale ou départementale. Pour rappel, la DGCCRF est garante de l'ordre public économique pour une économie forte et durable et une administration donc, qui est présente dans toute la France, proche des préoccupations donc, des consommateurs et des entreprises au service de l'intérêt général. Vous le savez, la DGCCRF recrute à partir de Bac+3, donc par la voie du concours. Les inscriptions sont actuellement ouvertes pour le concours jusqu'au 10 novembre 2025 sur le site internet de la DGCCRF, donc la page Devenez inspecteur, inspectrice de la DGCCRF, et l'ensemble des conditions y sont précisées. Les épreuves écrites d'admissibilité sont le 13 janvier 2026, suivies des épreuves orales du 16 au 20 mars, et les résultats à compter du 25 mars, donc 2026. Épreuve commune pour le concours notes de synthèse et ensuite épreuve au choix en fonction de votre dominante économique juridique ou dominante scientifique ou concours interne. 4 options au choix. Vous êtes invité à consulter le programme des épreuves accessible en ligne ainsi que l'option pour déterminer l'option souhaitée, ainsi que potentiellement l'aide à la préparation, à savoir le rapport qui précise les attentes du jury. Le nombre d'inscrits est chaque année significatif. Nous vous encourageons à préparer précisément le concours. Il y a une campagne de communication qui est en cours. Donc, une communication à travers les réseaux sociaux, les médias, le site internet, via vos écoles et vos universités. Il y a une campagne d'affichage actuellement au sein d'une 50aine d'universités, vos relais d'alumni et votre réseau professionnel. Une fois inscrit au concours, il y a une lettre info concours qui vous accompagne tout au long de votre parcours d'ici les épreuves écrites d'admissibilité. La DGCCRF sera également présente physiquement à Bercy Recrute, donc le jeudi 20 novembre si vous souhaitez nous rencontrer. Et le prochain webinaire, organisé le 25 novembre à 17h30, vous permettra d'échanger avec des inspecteurs stagiaires de l'actuelle promotion de l'École nationale de l'ENCCRF. Donc là, on reviendra davantage sur le concours, les épreuves et la préparation qui ne sont pas l'objet de ce webinaire à l'heure actuelle, mais qui concernent uniquement les métiers.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le bilan d'activité ou l'interview de la directrice générale Sarah Lacoche. Voilà. Et donc, je cède la parole donc, à Jean-Yves Savoie, chef de bureau, afin qu'il puisse vous présenter l'ensemble des missions de la DGCCRF et donc ensuite à l'ensemble des intervenants. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, donc à droite en bas. À l'issue de chaque retour d'expérience de chaque intervenant, il y aura une session de 2 minutes dédiée aux questions-réponses. Voilà, je vous remercie. Merci, merci Lucille pour cette présentation. Alors, c'est vrai que la présentation de Lucille, elle a pu vous paraître assez formelle, mais l'objectif pour vous, c'est de délivrer un maximum d'informations en début de ce webinaire pour le resituer par rapport au contexte des recrutements de la CCRF et des concours. Comme l'a dit Lucille, on va faire un autre webinaire une fois que les inscriptions seront closes, où là, on entrera plus dans la problématique liée strictement au concours. Comment est-ce qu'on peut s'y préparer de manière optimum? Les lauréats du concours l'année dernière pourront vous donner quelques-uns de leurs trucs. Mais ça, ce sera plutôt au mois de novembre. Lucille reviendra sur la date précise. Là, aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous parler à vous qui, peut-être pour un certain nombre, vous posez la question de rejoindre ou pas la CCRF. Vous êtes peut-être inscrit à d'autres concours, très probablement. Peut-être que c'est le seul concours parce que vous avez lu quelque chose sur la CCRF. Et nous, notre objectif aujourd'hui, finalement, c'est de vous montrer quels sont les profils qui travaillent à la CCRF, quel est leur travail au quotidien pour que vous puissiez en prendre la mesure et vous projeter par rapport à vous, votre parcours, vos aspirations. Est-ce que vous vous sentiriez à l'aise dans ce métier très particulier qui est celui d'enquêteur à la CCRF? L'objectif, donc, au travers de cette intervention, je ne vais pas revenir de manière très détaillée sur l'ensemble des missions qui peuvent être exercées par la CCRF, les différents secteurs dans lesquels on intervient. Globalement, en relisant les différents éléments que vous trouvez sur notre site, si ça vous intéresse, vous aurez beaucoup d'informations. Vous aurez compris qu'on intervient à la fois sur un aspect sécurité des consommateurs, ça touche à l'aspect sécurité industrielle. Quand vous achetez des produits sur le marché, ils doivent être sécures, que ce soit des produits électriques, que ce soit des jouets pour les enfants. Donc, on a des laboratoires qui les testent et on vérifie que quand vous achetez un produit, il est conforme. Ça, c'est l'aspect sécurité du travail de la CCRF. Il y a un aspect important qui est la protection économique du consommateur. Ça veut dire que dans vos actes du quotidien, quand vous allez chez un agent immobilier, quand vous allez chez votre dentiste, quand vous emmenez votre voiture dans un garage, vous avez des textes précis qui protègent le consommateur pour qu'il ait une information la plus précise possible et qui soit loyale. La loyauté, c'est un aspect important des missions de la CCRF. L'objectif, c'est que dans les relations que vous avez avec les professionnels et les professionnels entre eux, que les informations soient loyales. Si un opérateur met en avant qu'il vend des produits bio et qu'ils ne le sont pas, en réalité, il y a une atteinte à ce qu'on appelle la loyauté. Non seulement il trompe le consommateur qui va payer peut-être un prix plus cher pour un produit qui ne respecte pas ses qualités, mais en même temps, il récupère un avantage indu sur le fonctionnement du marché. Et l'objectif de la CCRF, c'est de veiller à ce que le marché fonctionne de manière optimum sans qu'il y ait des opérateurs qui mettent en place des pratiques qui pourraient le faire dysfonctionner. Et le dernier aspect justement des missions de la CCRF, c'est la régulation concurrentielle des marchés. Avec, là, on touche beaucoup plus aux pratiques concurrentielles type abus de position dominante ou des pratiques restrictives de concurrence. On l'a vu avec par exemple dans le secteur de la téléphonie mobile, où une entente, il y a plusieurs années, avait été sanctionnée entre les opérateurs. Donc voilà, là c'est juste en quelques mots le spectre de la CCRF, c'est l'ensemble de ces secteurs-là. Donc vous aurez compris que la CCRF, elle intervient dans tous les secteurs de l'économie. J'en ai cité quelques-uns, mais finalement, dès lors qu'il y a un opérateur qui intervient sur le marché, dès lors qu'un consommateur va acheter quelque chose, la CCRF va être compétente pour vérifier qu'il y a eu une information correcte et que la transaction est loyale. Donc, le premier aspect, et vous le verrez au travers de nos différents intervenants, des secteurs dans lesquels ils interviennent aujourd'hui, la CCRF intervient dans beaucoup de domaines. C'est un des points, à mon avis, qui doit être mis en avant dans l'intérêt de rejoindre la CCRF, c'est-à-dire que le métier que vous allez exercer, que ce soit celui que va vous présenter Laura, François ou Floriane, tout au long de votre carrière à la CCRF, potentiellement, vous pourrez passer de l'un à l'autre. Vous verrez que les différents intervenants, Adelie, Corentin également ou Pauline, potentiellement, tous les 3-4 ans, ils pourraient prendre le travail ou le portefeuille de l'autre. Ça, c'est une des particularités de la CCRF où, tout au long de sa carrière, on peut
renouveler le métier d'enquêteur et le secteur sur lequel on va intervenir. On a un centre de formation assez pointu qui accompagne ces changements, ces mobilités professionnelles quand on est en poste. Vous verrez aussi, on en parlera dans le prochain webinaire, que ce centre de formation vous prépare pendant 1 an à devenir enquêteur. Parce que l'autre aspect important sur lequel je veux insister, au-delà de la diversité des métiers et la prise avec le quotidien de l'économie, c'est que la réalité du métier, c'est l'enquête. Alors, vous allez voir au travers des échanges avec nos intervenants aujourd'hui que l'enquête, c'est quand même quelque chose de particulier, qu'il faut avoir un petit peu ça au fond de soi, être prêt à aller dans les entreprises, à recueillir des déclarations, des documents, recouper les informations. Ça peut ressembler à un travail journalistique, mais là où ça va plus loin, c'est que ces informations qu'on recoupe, on a des pouvoirs qui nous sont donnés par le code de commerce ou le code de la consommation, donc des pouvoirs exorbitants du droit normal, prendre des déclarations, recueillir des pièces, parfois faire des perquisitions. Et ensuite, c'est de les qualifier juridiquement, ces pratiques-là. Donc en les confrontant, les textes, à ce que les opérateurs ont fait. Et ce travail-là d'enquête, je ne serai pas objectif en vous disant qu'il est passionnant et que je pense que les intervenants que vous aurez vous mettront également en avant cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il évolue. On voit aujourd'hui que les conditions du commerce évoluent avec le développement d'Internet, le développement des influenceurs, des plateformes installées à l'étranger. Et donc, il est en évolution constante et en même temps, on l'exerce d'une manière assez autonome. Quand on est enquêteur, on a la maîtrise de son enquête, évidemment, on rend compte, mais déterminer si les informations qu'on a trouvées, on doit les recouper à travers des investigations qui peuvent être complémentaires auprès d'une entreprise ou d'une autre, c'est ça le métier d'enquêteur. On a la maîtrise de son enquête pour démontrer que potentiellement il y a une pratique qui pose problème. Donc, et ça, je pense que nos intervenants reviendront sur cet aspect-là. C'est un des éléments extrêmement motivants et c'est une des caractéristiques du métier d'enquêteur de la CCRF qu'à mon avis, on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres métiers qui peuvent être proposés. Et puis peut-être, avant de leur laisser la parole, vous le verrez aussi au travers de leurs interventions, c'est que la contrepartie du fait que la CCRF intervient dans beaucoup de domaines différents, de différents secteurs économiques, eh bien, c'est qu'on recrute des profils extrêmement variés. Vous le verrez quand Laura, Floriane ou Adelie présenteront leur parcours, ils viennent de mondes différents, ont pu faire des études différentes, ont pu avoir un parcours professionnel déjà avant de rejoindre la CCRF, mais nous, notre objectif, c'est justement de recruter ces profils variés parce qu'on a besoin d'agents qui vont être ouverts à des fonctionnements généraux, qui vont pouvoir s'enrichir les uns les autres et qui vont être ouverts au fonctionnement global du marché. Donc, si au final, vous êtes intéressé par le fait d'intégrer une administration qui va vous offrir des possibles métiers différents tout au long de votre carrière, une administration qui doit s'adapter au fonctionnement quotidien de l'économie, si au fond de vous, vous avez cet esprit de vous poser des questions, si vous aimez chercher, remettre en question, démontrer des choses, si vous avez aussi une appétence pour l'aspect, le sens du service public et puis de faire réparer des situations qui dysfonctionnent, soit par la voie pénale en sanctionnant, soit par la remise en l'état, parce qu'aujourd'hui on ne sanctionne pas systématiquement. On est aussi dans une logique qui peut être d'accompagnement si la pratique qu'on conteste, l'entreprise arrête de la faire. Si ces choses-là éveillent chez vous un certain intérêt, je pense que vous avez déjà un premier potentiel pour rejoindre la CCRF. Nos intervenants auxquels je vais laisser la parole vont l'évoquer. Si moi je reboucle avec mon cas particulier, c'est vrai que je n'étais pas programmé pour intégrer la CCRF. J'ai fait des études de droit des affaires. Dans mon parcours, j'ai rencontré le droit de la concurrence à un moment et entendu parler de la CCRF. J'ai rencontré quelqu'un de la CCRF. Et quand j'ai découvert ce métier, je me suis dit effectivement, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Donc je l'ai rejoint. J'ai commencé comme enquêteur dans le domaine de la concurrence, commande publique, pratiques restrictives. J'ai pu devenir cadre et piloter une équipe d'enquêteurs avant de rejoindre l'administration centrale. Et vous voyez aujourd'hui, rejoindre un service qui fait du recrutement. Donc déjà, ça illustre un petit peu la manière dont les parcours peuvent évoluer au sein de la CCRF. Mais pour l'illustrer de manière plus précise, j'ai déjà été un peu long. Je vais laisser la parole à notre premier intervenant. Alors, je ne sais plus, Lucille, si on a prévu un ordre et qui intervient en premier. Oui, tout à fait. Corentin Henry, au service national des enquêtes. Bon, Merci. Corentin, à toi. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Très Oui. bien.
J'active mon chronomètre pour être à peu près dans les temps. Donc, je vais tenter d'illustrer ce qu'a dit Monsieur Savoie en vous exposant mon parcours d'enquêteur qui a démarré il y a 8 ans. Je vais commencer cette petite présentation en évoquant mon parcours scolaire et universitaire et mes motivations à rejoindre la CCRF. Ensuite, j'évoquerai brièvement mon parcours d'enquêteur en direction départementale. Je n'entrerai pas trop dans le détail puisque les problématiques que j'évoquerai seront également abordées plus en détail par d'autres intervenants lors de ce webinaire. Et enfin, je terminerai par parler de mon poste actuel, celui d'enquêteur au Service national des enquêtes, en l'illustrant avec quelques enquêtes que je fais actuellement. Donc moi, mon parcours scolaire, il est assez classique, on va dire, pour ceux qui passent le concours. J'ai fait des études de droit. J'ai choisi de faire des études de droit parce que j'étais intéressé d'abord par le métier de journaliste, qui a été évoqué précédemment, parce que je suis quelqu'un d'assez curieux et j'aime bien m'intéresser à beaucoup de choses différentes, apprendre en permanence. Puis au cours de ce parcours de droit, j'ai découvert la CCRF en master et j'ai eu le sentiment que ça pouvait convenir parfaitement avec mes aspirations avec ma formation juridique. Puisque, comme l'a dit Monsieur Savoie juste avant, ce métier d'enquêteur et ce parcours à la DGCCRF permet de satisfaire sa curiosité en enquêtant dans de multiples secteurs d'activité différents. Permet de travailler un peu partout avec une mobilité géographique qui est assez intéressante. Tout ça dans des bonnes conditions de travail et de rémunération. C'est également un travail de terrain, au contact des professionnels, où il y a un aspect pédagogique qui peut rentrer en compte, où il faut aimer effectivement parfois se mouiller, parfois gérer des situations qui sont pas simples avec les personnes qui sont contrôlées. Et puis, c'est un travail qui, pour moi, et je pense pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui, a du sens, puisque on est là pour la protection des consommateurs, pour la bonne santé économique aussi des entreprises, enfin pour la protection des règles de concurrence. Mais en tout cas, l'idée de se dire qu'on va contribuer d'une certaine manière à protéger le consommateur, c'est assez gratifiant dans notre travail. Donc pour toutes ces raisons, après mes études de droit, j'ai décidé de passer le concours de la DGCCRF. Pour préparer le concours, j'ai suivi, on va dire, une préparation à moitié personnelle et à moitié encadrée. Je m'explique. En fait, j'ai participé au CEPAG de Sciences Po Lyon, qui m'a permis de préparer la note de synthèse du concours avec plusieurs épreuves de préparation, une épreuve blanche, donc qui ont vraiment permis de travailler cet exercice de la note de synthèse qui est à part. Puis ensuite, pour les cours d'économie, mais sinon j'ai fait une prépa personnelle. Je me rends compte que le temps passe et que je vais accélérer. Donc ensuite, j'ai eu le concours et donc j'ai été affecté en Seine-et-Marne en direction départementale. Je vais évoquer juste brièvement ce que j'ai fait sans rentrer dans le détail, mais juste pour illustrer la diversité de ce qu'on peut faire rien qu'en direction départementale. J'ai contrôlé l'hygiène et la sécurité des usines de fabrication de produits cosmétiques. J'ai contrôlé la sécurité de parcs Acrobranche et de parcs Atropoline. J'ai également contrôlé la filtration des masques chirurgicaux et des masques de protection pendant le Covid. Et j'ai eu à gérer des trottinettes électriques qui présentaient des dangers pour le consommateur, avec des risques de choc électrique et d'incendie. Donc voilà, quand j'étais enquêteur, j'ai été enquêteur pendant 5 ans en Seine-et-Marne et en l'espace de 5 ans, j'ai eu l'occasion vraiment d'avoir déjà une grande diversité dans ce que j'ai pu faire en termes de secteur d'activité. Juste une petite réflexion sur le premier poste après la formation initiale à Montpellier, à l'ENCCRF. On ne choisit pas forcément là où on travaille, le secteur géographique, on ne choisit pas forcément les secteurs d'activité,
Mais finalement, moi, je me suis retrouvé en Seine-et-Marne à travailler sur ces secteurs. Ça n'a pas été simple, mais en fait, ça a été hyper formateur et hyper. J'ai aucun regret, puisque déjà j'ai découvert une région qui me plaisait, et puis surtout les secteurs d'activité sur lesquels j'ai travaillé, qui faisaient plutôt appel à une formation scientifique, puisqu'il y avait beaucoup de notions de tests de sécurité ou d'hygiène. Avec mon profil juridique, finalement, j'ai dû me former et ça a été hyper intéressant de ce point de vue-là. Voilà, petit aparté sur les conditions d'entrée dans le métier. Donc, pour poursuivre, je vais évoquer mon poste actuel, donc au Service national des enquêtes. Ce service-là, c'est un service qui est donc à vocation à travailler sur l'ensemble du territoire national, compétent pour intervenir sur l'ensemble du territoire, avec des axes d'enquête, on va dire, un peu plus poussés sur le numérique, par exemple vis-à-vis du secteur de la fast fashion actuellement, euh, sur les pratiques émergentes comme les influenceurs. Il y a également un rôle du service national des enquêtes de soutenir les enquêtes locales qui sont initiées par les directions départementales ou régionales en appui à l'enquête. Le service national des enquêtes fait également un rôle au niveau de sa cellule numérique pour le développement d'outils numériques, comme l'outil Polygraphe qui permet de détecter des faux avis en ligne. Il a également une cellule Odin intégrée à la cellule numérique pour tout ce qui concerne les investigations numériques pendant les perquisitions, avec des enquêteurs qui sont formés à la saisie des données numériques sur les PC et sur les téléphones portables. Donc rien qu'au sein du service national des enquêtes, on peut exercer différents métiers comme enquêteur, développeur web, analyste ou juriste. Concernant mon poste actuel, moi, il est spécialisé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, principalement. Donc je vais détailler un petit peu en quoi ça consiste. La DGCCRF, elle a un rôle de contrôler les agences immobilières, notamment, pour savoir si elles mettent en œuvre leurs obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux. Ça consiste à s'assurer que les agences immobilières vérifient correctement l'identité de leurs clients, acquéreurs et vendeurs, l'origine des fonds qui sont utilisés pour payer les transactions, et des vigilances supplémentaires quand les clients ont par exemple des fonctions politiques, ou si les clients sont résidents dans des pays qui sont considérés à risque en matière de blanchiment, comme actuellement il peut y avoir Monaco ou Dubaï aux Émirats arabes unis. Auquel cas, les agences immobilières doivent mener des vérifications supplémentaires concernant leurs clients, obtenir des renseignements supplémentaires pour s'assurer qu'il n'y a aucun soupçon de blanchiment. Et si elles ne le font pas, nous, on est susceptible de sanctionner ces manquements. On est aussi susceptible de se substituer à leur travail de vérification et d'alerte au niveau des pouvoirs publics en faisant remonter les soupçons de blanchiment auprès de Tracfin, qui est la cellule de renseignement du ministère de l'économie, qui va ensuite enrichir les informations, enquêter dessus et transmettre aux services compétents pour une enquête en matière de blanchiment, le cas échéant. Voilà, donc voilà pour cette mission de lutte contre le blanchiment de capitaux qui est effectuée dans la France entière au sein des directions départementales. Le service national des enquêtes dans lequel je travaille effectue cette mission pour l'immobilier de luxe, donc c'est-à-dire les zones les plus huppées où il y a des biens avec des valeurs plus importantes comme la Côte d'Azur, l'Ouest parisien ou certaines stations alpines. Je vais pas aborder le second secteur sur lequel je travaille puisque je vois que ça fait déjà 9 minutes que je parle. Je vais juste terminer finalement en validant ce qui a été dit auparavant à propos de l'expérience à la CCRF. Je pense que mon parcours illustre parfaitement ce qui a été dit, à savoir que on a la possibilité de travailler dans de nombreux secteurs d'activité et on a des opportunités pour changer qui sont relativement faciles.
Et quand on change de secteur d'activité, je terminerai là-dessus, on a la possibilité de se former en interne avec une formation continue qui est assez étoffée et qui est délivrée par des enquêteurs d'expérience qui nous permettent d'avoir une formation pour chaque secteur d'activité sur lequel on travaille. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Juste pour faire la transition, c'est vrai qu'on avait une question qui évoquait les déplacements. Alors, je ne sais pas, Corentin, peut-être que là-dessus, tu peux peut-être compléter en disant qu'un enquêteur, oui, il se déplace peut-être 2 à 3 fois par semaine selon les cas. Et comment ça se passait en pratique? En pratique, en direction départementale, on peut être amené à se déplacer plusieurs fois par semaine, effectivement. Après, au service national des enquêtes où je travaille, on va se déplacer moins souvent, mais on va se déplacer dans la France entière, donc c'est des déplacements de plusieurs jours. Je pense qu'il vaut mieux que je laisse parler des enquêteurs qui sont en direction départementale pour relater cette expérience, on va dire aujourd'hui. Ok. Avant notre prochain intervenant, c'est vrai que moi, ce que je retiens effectivement de la présentation de Corentin, c'est que vous avez vu qu'il ne vient pas forcément d'une formation académique autour des produits industriels, et pour autant, son premier poste était dans ce domaine-là. Et vous voyez qu'il n'a pas été traumatisé, au contraire que il a trouvé à s'épanouir et à découvrir des nouveaux mondes économiques, parce que finalement, la curiosité dont on parlait tout à l'heure, quand vous intervenez dans des domaines en matière de sécurité, de trottinettes électriques, de cosmétiques, bah, la mécanique de l'enquête reste la même. C'est celle qui vous sera enseignée pendant notre année de formation dans notre école. C'est rechercher des éléments par rapport à une qualification juridique. Alors que ce soit sur des normes, est-ce que des normes sont respectées ou pas, est-ce qu'un produit est dangereux ou pas, et puis ensuite pour voir quelle publicité est faite sur ce produit, sur les risques qu'il présente, bah, on est toujours dans une thématique d'enquête. Et quand on a au fond de soi cette curiosité, bah, on parvient à la déployer et à s'épanouir dans tout domaine, même si ce n'était pas le secteur initial. Et au passage, c'est vrai que c'était intéressant que Corentin puisse évoquer notamment Polygraphe, parce que ça fait le lien avec ce que j'évoquais en propos introductif, que la CCRF doit s'adapter au monde économique qui l'environne. Et aujourd'hui, un outil comme Polygraphe, pour nous, c'est un outil qui nous permet de faire des enquêtes sur les avis qui sont émis sur Internet pour réussir à identifier la réalité des avis, qui les a portés, d'où ils viennent, est-ce qu'il n'y a pas des faux avis dans le dispositif. Eh ben, on a réussi à développer en interne un outil qui aide nos enquêteurs à détecter potentiellement là où on a un risque de faux avis. Merci Corentin pour ces éléments-là. On va poursuivre avec une prochaine présentation. Je ne sais pas, Lucille, qui est-ce qui prend la parole après? Oui, tout à fait. Pauline Limard, rédactrice en administration centrale dans le domaine du droit de la consommation, et la transition qui peut être la suivante. Le SNE est en lien sur certaines enquêtes avec certains rédacteurs qui rédigent les enquêtes en administration centrale aussi, par exemple. Voilà. Alors, bonjour à tous. Je suis la même promo que Corentin. Donc, moi aussi, ça fait à peu près 8 ans que je suis à la CCRF. Et pour autant, en fait, on n'a pas eu du tout les mêmes parcours professionnels ensuite. Au niveau universitaire, j'ai aussi fait une fac de droit, j'ai un master de droit. Et ensuite, j'ai voulu m'orienter vers les concours administratifs. Je ne savais pas encore exactement lesquels. Et j'ai choisi de faire une prépa concours à l'université de Paris-Dauphine. Et j'avais plus en tête le concours des IRA. Que j'ai passé aussi et j'ai longtemps hésité et finalement je regrette pas d'avoir choisi la DGCCRF. J'avais hésité, mais c'est vrai que la CCRF, en fait, ça permet, déjà, on rejoint quand même le ministère de l'économie qui est un gros ministère. On peut ne pas être sédentaire, le fait de pouvoir faire de l'enquête, de bouger géographiquement, de changer de métier, ça c'est un aspect qui me plaisait assez. Et je savais qu'il y aurait la possibilité de m'épanouir au plan juridique parce que voilà, il y a la dominante de droit qu'on retrouve sur les postes CCRF. Et je rejoins ce qui a été dit sur l'intérêt de la curiosité et si on aime la démonstration juridique et confronter les faits au droit ou simplement chercher des informations, on s'ennuie pas à la CCRF.
Moi, en fait, depuis l'école, je suis en poste à l'administration centrale, donc à Chevaleret, à Paris, et j'ai occupé 2 postes pour l'instant. Mon premier poste en sortie d'école, c'était dans le secteur du logement immobilier. Alors, j'y connaissais rien parce qu'en fait, la formation à Montpellier ne peut pas couvrir tous les secteurs de la CCRF qui sont très nombreux. Pour autant, on apprend sur le terrain, on apprend pendant son premier poste et même si les premiers mois, faut être un peu patient et se faire confiance, mais honnêtement, on apprend assez vite et c'est assez stimulant parce que dès le premier poste, on peut être à échanger avec d'autres ministères, on peut avoir à rédiger les textes, des arrêtés, des décrets. On peut être associé ou à des réunions vraiment où on échange directement avec des présidents de fédérations professionnelles. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant de mon point de vue. Et on a d'autres activités euh, comme la rédaction d'enquêtes, des enquêtes nationales. Donc on est en échange avec les enquêteurs toutes les semaines. Donc même si on est en poste en tant que rédacteur à la centrale, pour autant le métier n'est pas, on se sent pas isolé en fait du reste de la CCRF. Et cet aspect intérêt concret, le sentiment de jouer un petit rôle dans l'intérêt général et l'intérêt des consommateurs, il est présent vraiment dans mon travail depuis toutes ces années. Et encore une fois, même si je suis pas enquêtrice sur le terrain. Et il y a un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est de donner des formations. Et donc, ça m'a permis d'aller à Lyon, à Toulouse et même en Martinique pour donner une formation aux collègues. Donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'en tant que rédacteur, on peut aussi bouger et être vraiment en échange avec les collègues. Donc, ça, c'est assez agréable. Et au bout de 3 ans, j'ai souhaité changer. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis au bureau du droit de la consommation. Donc, toujours à l'administration centrale. Et là, il y a un autre aspect que j'ai découvert que peuvent tout à fait faire les enquêteurs CCRF, c'est les négociations de textes au niveau de la Commission européenne. Donc là, on a la possibilité d'aller donc plusieurs fois par an à Bruxelles et de participer vraiment à l'élaboration des textes, de porter la voix de la France au niveau européen. Et encore une fois, ça peut être impressionnant, mais c'est plutôt encourageant et ça nous donne vraiment envie de nous investir dans notre travail au quotidien parce qu'on peut à la fois dire ce dont on sait que ça pourrait poser problème ensuite dans nos contrôles. Donc voilà, c'est des échanges concrets avec des homologues européens qui mettent aussi en œuvre le droit de la consommation, qui sont comme nous des fonctionnaires. Et voilà, ça permet d'échanger sur les pratiques. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ces 2 postes. Donc voilà, en tout cas, euh, comme mes collègues, je pense, j'aime beaucoup la CCRF et je trouve qu'il y a beaucoup de secteurs variés et on peut changer de métier plusieurs fois dans sa carrière et ça, c'est un aspect très intéressant. Euh, voilà, je vais m'arrêter ici. Ouais, merci Pauline. C'est vrai que dans ta présentation, c'est vrai, moi je note déjà peut-être que tu réponds à l'hésitation d'un certain nombre de candidats qui parfois peuvent hésiter, soit à s'inscrire ou soit quand ils sont lauréats à plusieurs concours. On a des cas de personnes qui réussissent les IRA et également la CCRF qui doivent faire un choix. Donc c'est vrai que ton choix peut être effectivement éclairant, le choix du ministère, le choix des missions. Et puis surtout, moi ce que je relève dans ce que tu évoques, et je pense que c'est une caractéristique de la CCRF. La CCRF, à l'échelle du ministère de l'économie, est une petite direction. On est 3000 agents, là où la DGFiP va approcher les 100 000. Donc en fait, 3000 agents avec des missions, vous l'avez compris, qui sont d'ampleur au cœur des problématiques quotidiennes des Français. Hein, quand on parle des problématiques des prix, industrie, commerce, la fixation des prix dans la grande distribution, des problèmes de négociation des prix avec les agriculteurs, des ententes à haut niveau. En fait, pour ça, ça nécessite d'avoir des agents qui rapidement vont être confrontés à des dossiers d'ampleur. Je ne sais pas, tout à l'heure, dans l'exemple qu'on avait avec Corentin, il était peut-être enquêteur dans le 77, mais on pouvait avoir un grand opérateur qui intervient dans le domaine des cosmétiques. On peut avoir parfois, c'est assez étonnant de voir où sont les sièges sociaux des entreprises. Et donc, on se retrouve, y compris dans le 77 sur un premier poste, à avoir d'un interlocuteur en face une entreprise qui fait partie du top 5 des entreprises françaises, discuter avec son service juridique, marketing,
pour travailler sur ces conditions générales de vente ou sur un type de conditionnement ou une allégation éco-environnementale qu'il va faire sur ses produits. Bien qu'on soit dans un département en dehors de la région parisienne, et bien qu'on sorte d'école. Ça, c'est vraiment la particularité de la CCRF, où très rapidement, on va vous confier des dossiers d'ampleur. Comme le disait Pauline, bah, aujourd'hui, elle a pu travailler avec des fédérations professionnelles à haut niveau. Elle a pu être amenée à travailler sur des projets de loi ou des décrets qui peuvent être proposés en Conseil d'État. Ça, c'est le travail de nos inspecteurs, inspectrices, dès qu'ils sortent d'école et sont affectés en administration centrale. Donc, j'insiste là-dessus. Vous voyez, au travers déjà des 2 premiers profils, là, vous pouvez être affecté en département, mais aussi en administration centrale. C'est un premier élément de diversité. Voilà. Je ne sais pas si on avait, Lucille, tu as identifié une question qui était en propre dans le chat, en direct, avec les points qui ont été évoqués avec Pauline. Pardon, on ne m'entend pas. Y a-t-il d'autres bureaux liés au sujet européen? Alors peut-être spécifier qu'en administration centrale, effectivement, sur beaucoup de secteurs d'activité économique, les réglementations sont européenne et donc les rédacteurs contribuent à l'élaboration de la réglementation, bah, comme c'est le cas de Pauline Limard au regard de ce retour d'expérience. Voilà, et certaines réglementations peuvent être nationales, ça dépend des secteurs d'activité. Voilà, Ouais, Pauline, si tu veux intervenir effectivement. peut-être ou Jean-Louis. Je vais dans ton sens. La SD4 avec les collègues qui travaillent sur les secteurs alimentaires sont aussi amenés. Les sujets européens en fait sont de plus en plus transversaux et donc peuvent toucher plein de bureaux d'administration centrale. Donc Ouais. voilà. Et effectivement, et certains d'entre vous relevaient le fait qu'on utilise le terme d'enquêteur et pas forcément d'inspecteur. Oui, vous passez le concours d'inspecteur, mais il se trouve qu'à la CCRF, on peut avoir plus tendance à parler d'enquêteur parce qu'on recrute également, vous l'avez peut-être vu, des contrôleurs. L'année dernière, on a eu un concours de contrôleurs. Cette année, on ne sait pas encore s'il va être ouvert. Mais finalement, à des niveaux de responsabilité qui peuvent être différents, le métier, ça reste le métier d'enquêteur. C'est ça le cœur du métier sur lequel on vous recrute. Donc, ne soyez pas étonnés que vous puissiez retrouver ce terme. Bon, on va peut-être poursuivre. Effectivement, Lucille, qui est-ce qui ensuite va nous présenter son parcours? Alors ensuite, une présentation de l'action de la DGCCRF à l'échelle régionale avec François Inspecteur, DRETS du Pays de la Loire 44, pôle concurrence. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, Oui. ok. Je vais essayer de faire vite sur mon parcours pour parler plus de l'enquête en tant que telle. Moi, j'ai une formation scientifique à la base, diplôme d'ingénieur en eau et environnement. J'ai travaillé pendant 14 ans, soit en collectivité territoriale, soit dans une entreprise privée à but non lucratif. Je le précise, ça sera important pour la suite. Et au bout de 14 ans de vie professionnelle d'ingénieur, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle pour faire du droit et préparer l'ENM, donc l'École nationale de la magistrature, en partant de zéro, en m'inscrivant à Paris 1. Dans le cadre de cette préparation, on m'a parlé du concours de la DGCCRF, que j'avais connu dans ma carrière professionnelle parce qu'il y avait eu une perquisition dans l'entreprise où je travaillais et dont les sujets m'intéressaient beaucoup. Et c'est le seul autre concours que la magistrature que j'ai passé. En 2022, je l'ai eu et j'ai fait un an de formation à Montpellier dans l'école de notre administration. En 2023, j'ai été affecté à la DRIETS Île-de-France, donc la direction régionale Île-de-France, alors sur des missions particulières parce que c'était année de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc j'étais sur des missions de droit de la consommation et je m'étendrai pas dessus parce que les collègues de département vont vous en parler. Mais juste pour vous dire et pour vous rassurer, on a une bonne formation à l'école. Et même si on doit passer d'un secteur à un autre, je suis passé des hôtels au taxi au contrôle de loyauté dans les restaurants. On se crée un réseau en fait dans cette petite administration dont parlait Jean-Yves Savoie et on appelle les collègues quand on connaît pas un secteur et on s'entraide entre nous. Donc moi c'est comme ça que j'ai pu faire rapidement quand on m'a demandé de contrôler des restaurants alors j'en avais jamais fait. En 3 semaines j'en ai fait 21.
À partir de octobre 2024, j'ai commencé les enquêtes, alors ce qu'on appelle en pratique restrictive restrictive commerciale, enfin les PCR, excusez-moi, on parle beaucoup en acronyme à force, et dans la brigade des relations inter-entreprises, donc sur le contrôle en fait, dans le contrôle de l'ordre public économique, des relations entre les entreprises et pas entre les entreprises et les consommateurs. Vous avez entre autres, dans le cadre de ces enquêtes, une grosse partie en début d'année. Vous savez qu'au mois de février, il y a systématiquement le salon de l'agriculture et souvent c'est une période de grogne des agriculteurs parce que ils estiment être floués, de ne pas être payés suffisamment et toutes ces négociations qu'il y a entre les producteurs et les industries sont encadrées par des textes, donc en particulier les lois dites Egalim. Et pendant tout ce début d'année, on contrôle en fait toute la phase de contractualisation entre, alors d'une part, les producteurs et les industriels, mais aussi d'autre part, les industriels et la grande distribution. Donc, pour rebondir sur ce que disait Jean-Yves Savoie tout à l'heure, c'est qu'on peut très vite être amené à avoir des interlocuteurs de très haut niveau et avec des entreprises avec des chiffres d'affaires supérieurs aux milliards d'euros en étant jeune enquêteur. Finalement, je suis enquêteur depuis 2 ans et j'ai eu des directeurs financiers ou les directeurs généraux, soit d'industrie agroalimentaire, soit de grands groupes internationaux, soit de groupes de la grande distribution. Je ne citerai pas de nom, mais vous devriez les connaître. Dans le cadre de ces enquêtes, on essaye de vérifier que dans les contrats entre les entreprises, on n'a pas des déséquilibres significatifs. Souvent, un très gros acteur qui va contractualiser avec un plus petit et qui va lui imposer des conditions qui ne lui conviennent pas ou qui ne sont pas équilibrées et mettent en péril l'autre entreprise. Enfin, dans les enquêtes qu'on on a une partie délai de paiement. Ça a l'air pas très sexy dit comme ça, mais ça a une importance très importante parce que quand vous avez une très grosse entreprise qui est donneur d'ordre, elle a beaucoup de fournisseurs, beaucoup de sous-traitants, et le fait de payer en fait ses fournisseurs et ses sous-traitants en temps et en heure, en cascade, ça permet de générer de la trésorerie pour toutes les entreprises. Et la sauvegarde de l'emploi, c'est souvent par le respect des délais de paiement et de la trésorerie des petites entreprises qui travaillent pour des grands groupes. Donc on a vraiment des sujets qui sont assez variés. Il y a une autre partie à l'échelle régionale, souvent, il y a des... alors, je ne suis pas dans cette brigade-là, la BIEC, c'est la brigade interrégionale d'enquête de concurrence. Eux font plus des enquêtes sur les abus de position dominante et les ententes. Et dans ce cadre-là, je vous parlais de perquisitions qu'il y a eu dans l'entreprise où je travaillais. Ils organisent ce qu'on appelle des OVS, des opérations de visite et de saisie. C'est, entre guillemets, une perquisition sur autorisation du juge des libertés et de la détention. On va dans des entreprises en simultané, on scelle des bureaux, on ferme avec les bureaux, on les scelle, et après on va fouiller les classeurs, les armoires, et les équipes Odin du SNE et du réseau en fait Odin vont récupérer sur les réseaux les données, les boîtes mail pour chercher des preuves de ces ententes ou de ces abus. Donc j'ai eu la chance en fait en étant en direction régionale d'appuyer en fait les collègues, même si c'est pas ma mission initiale, d'aller avec eux en opération de visite et de saisie, et j'en fais encore une très prochainement. Je ne voulais pas trop dépasser au niveau de temps. Oui, merci. Voilà. Oui. Éventuellement. Juste le dernier point pour illustrer, c'est
Là, je suis à Nantes, j'ai commencé à Aubervilliers, j'ai muté au bout de 2 ans. On a de la mobilité à la DGCCRF, hein. Il y a un dispositif qui existe et on peut s'y retrouver géographiquement si on est un peu patient. Merci. Il y avait une petite question, peut-être que ça vous intéresse d'y répondre. Quelles sont les principales distinctions sur les dossiers entre la DGCCRF et l'autorité de la concurrence? Comment se fait la répartition? Ah. Alors, sur ce qui est François, autorité tu as 30 secondes. C'est une question qui pourrait être posée lors d'un oral de concours, ça, par exemple, hein. exactement. En Pour les fait, il y a grandes lignes. sur les enquêtes, il y a il y a des indices, des signalements qui sont réalisés et qui sont souvent traités par les BIEC, en direction régionale initialement. Et ensuite, il y a un processus de soumission de l'enquête à l'autorité de la concurrence qui décide ou non de s'en saisir ou de laisser la main à la DGCCRF. Et en fonction des enquêtes, soit c'est traité par notre administration, soit c'est l'autorité de la concurrence qui la gère. Pour simplifier, hein, parce que Merci. Ouais, merci François pour ces éléments. C'est vrai que dans le parcours que tu nous as présenté, ce que j'ai relevé particulièrement, le fait que tu venais de la filière scientifique. Et donc finalement, au travers de la formation juridique que tu as pu recevoir, aujourd'hui tu te retrouves à l'aise sur des thématiques qui sont très juridiques, très en prise avec des problématiques de concurrence. Donc ça montre que l'aspect formation est important, mais que l'année de formation qui est proposée par notre école permet de mettre tout le monde à niveau sur nos pouvoirs, les textes qu'on applique, et puis de monter en compétence sur cet aspect enquêteur. Ça passe par des stages qui sont faits durant cette année de formation, ça passe par des tutorats qui peuvent être mis en œuvre. Voilà, je tiens à vous rassurer sur cet aspect-là, il y a un accompagnement qui est fait pour que vous puissiez être mis ensuite en situation d'enquête, dans des situations d'enquête qui peuvent être extrêmement intéressantes et à haut niveau, comme l'évoquait François. Dans les questions que vous posez, il y a une question sur l'affectation. Effectivement, en sortie d'école, vous avez des affectations à la fois géographiques et avec les fiches de poste qui vont avec. Vous savez que si vous prenez le poste en Mayenne ou à Rennes ou à Bordeaux, c'est pour tel type de thématique, soit dans le secteur des produits industriels, soit plutôt sur la protection économique. Donc, on a les deux aspects. Et il y a effectivement quelques postes qui peuvent être proposés en Outre-mer, mais en général, c'est plutôt à la marge. Et même si on ne veut pas rentrer sur le sujet des concours qu'on évoquera dans notre prochain webinaire, sachez que les méthodes d'affectation, elles sont assez simples. En fait, on a un classement qui est fait à partir du concours d'entrée. Et c'est ce classement au concours qui va faire que le premier au concours choisira en premier le poste dans la liste proposée par l'administration centrale. Voilà. Il y avait une question intéressante sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Alors voilà, il faut savoir que la CCRF, comme la plupart des structures publiques ou privées aujourd'hui, que ce soit le monde de l'entreprise ou toutes les administrations, on se dote de chartes d'organisation qualité de vie au travail. Donc on veille à ces aspects-là avec potentiellement du télétravail si la mission est télétravaillable. Et je vois que Laura avait répondu au travers notamment du nombre de dossiers qu'elle est amenée à gérer. C'est vrai que c'est un des aspects peut-être sur lesquels pourra revenir le prochain intervenant. C'est que quand on est enquêteur, on travaille sur plusieurs dossiers en même temps. On n'a pas un seul dossier pour aller enquêter sur les pratiques de telle entreprise. On a ce dossier-là, mais à côté, on peut en avoir 3, 4, 5 ou 10 autres parce que le temps de l'enquête, vous comprenez bien qu'il est adapté à chaque dossier. Une fois qu'on a fait une intervention, qu'on demande des éléments complémentaires à une autre direction, qu'on exploite des documents, on va pouvoir continuer à faire des investigations pour aller recouper d'autres infos. Donc voilà, ça fait partie aussi de l'intérêt du métier de voir plusieurs aspects. Voilà, on va peut-être poursuivre par notre prochain intervenant. Oui, alors les actions déployées en matière de contrôle à l'échelle départementale, donc avec l'intervention de Floriane, de Laura et puis de Adélie qui là intervient plus à l'échelle du management. Voilà, je vous remercie. Bonjour, du coup Floriane Bouvier, moi je suis inspectrice à la DDPP 71, j'espère que vous m'entendez bien, je n'ai pas posé la première question.
Du coup, donc moi je suis diplômée de Sciences Po Lyon en spécialisation Affaires internationales, Affaires européennes. J'ai passé le concours et je me suis préparée sur l'année scolaire 2020-2021, à la fois avec une préparation personnelle et également à l'IPAC de Nantes, un peu comme le disait Corentin pour voilà la note de synthèse, des oraux blancs, des examens blancs. En fait, c'était assez bien. Pourquoi et comment j'ai connu la DGCCRF? Alors, c'était avec mon stage de fin d'études que j'ai fait au secrétariat général des affaires européennes, pardon, où il y a en fait des fonctionnaires d'un peu tous les ministères et notamment des inspecteurs de la DGCCRF. Et donc, grâce à eux, j'ai pu connaître ce concours. Je l'ai passé et donc suite à ça, je suis vraiment très contente d'être inspectrice, surtout par rapport au côté ambivalent du métier, qui est à la fois un travail sur le terrain et un travail au bureau. Alors si je détaille un petit peu plus, moi ce que j'aime bien, c'est à la fois le relationnel avec le professionnel, où on a bien sûr du répressif parce qu'on est une administration de répression, mais aussi, comme Monsieur Savoie l'a un peu évoqué, on est là un peu en accompagnement des entreprises pour qu'ils appliquent correctement la réglementation qui, in fine, doit protéger le consommateur. Ou les relations interentreprises, comme le disait François juste avant. Et donc la deuxième partie du métier, c'est donc notre travail au bureau, où là on a à la fois de la rédaction de procédures pénales, la rédaction de procédures administratives, ou ce qu'on appelle nous plus communément des mesures de mise en conformité ou des avertissements. Et au bureau, on ne fait pas que ça. Je trouve qu'on a aussi, on a un temps pour se monter en compétences, acquérir compétences sur la réglementation. J'ai vu une question qui demandait si on devait connaître un peu sur le bout des doigts la réglementation en arrivant en poste. Non, c'est pas possible parce que l'année à l'ENCCRF nous donne les clés sur nos pouvoirs, sur nos habilitations, sur les méthodologies d'enquêteurs et d'enquêtrices, mais après, c'est en arrivant en poste ou avec les formations continues, avec les réseaux d'enquêteurs et d'enquêtrices, là, on se spécialise dans un secteur particulier. Et ça, je trouve ça plutôt rassurant parce que moi, en arrivant en poste, donc en septembre 2022, j'ai eu les secteurs des produits industriels, alors en particulier donc produits chimiques, produits phytopharmaceutiques ou encore les produits électriques. Donc j'étais issue d'une formation juridique et économique, donc c'est vrai qu'il a fallu que je me forme et les formations étaient là. Sur cet aspect produit industriel, je voulais aussi vous évoquer le fait qu'on a des enquêtes un peu plus transversales comme les allégations environnementales ou le Made in France. Donc, je voulais illustrer ça, notamment, j'ai fait un contrôle chez un fabricant d'électroménagers, en particulier de petits électroménagers de cuisine, où j'ai décidé pour une référence de contrôler l'origine française, parce que le professionnel alléguait sur le produit, sur le fait que c'était Made in France. Donc pour ça, j'ai dû à la fois récolter des documents sur de quoi est composé le produit, comment il est fait, dans quel pays, par qui, établir aussi la valeur du produit et puis voilà, faire un ratio sur ce qui est fait en France, ce qui n'est pas fait. Et aboutir ensuite sur une audition aussi avec les représentants de cette entreprise pour déterminer si oui ou non finalement lui pouvait être allégué fait en France. Voilà, donc ça c'est une enquête qui mêle à la fois la sécurité industrielle du produit et la loyauté en fait envers le consommateur. Et du coup, juste pour finir sur l'aspect produit industriel, ce qui est bien, donc c'est qu'on a des réseaux. Donc moi, je suis référente technique régionale sur les produits électriques. Donc je travaille avec d'autres collègues de chaque région pour éventuellement aider les enquêteurs sur ce secteur d'activité en particulier.
voilà, pour des questions du quotidien, enfin d'enquête du quotidien. Et ensuite, c'est un échange aussi avec les rédacteurs des bureaux en centrale et les collègues de région. Ensuite, moi, j'ai une deuxième partie de mon métier qui est enquêtrice commande publique. Donc, moi, ça consiste à aller en commission d'appel d'offres des collectivités territoriales et de créer, en fait, avec les acheteurs et les élus, une relation de confiance, une relation d'intérêt commun. Pourquoi? Parce que notre métier à la DGCCRF, ça va être d'observer le comportement des entreprises sur les marchés publics. Et moi, à mon niveau, si je détecte des signaux qui me semblent anormaux, qui pourraient constituer une pratique anticoncurrentielle, alors là, je vais transmettre l'information à mes collègues donc en pôle régional, donc la BIEC que François a évoqué, donc c'est la brigade interrégionale d'enquête de concurrence. Voilà sur l'aspect commande publique, et peut-être juste pour vous parler aussi d'une enquête que j'ai menée au niveau de la Saône-et-Loire. Vous avez peut-être entendu dans la presse l'affaire Urgo et la loi anti-cadeau. Donc, il y a eu un aspect qui a été mené au niveau régional sur la sanction de cette entreprise. Et ensuite, les enquêteurs en département ont dû contrôler donc les pharmaciens qui étaient concernés par cette loi anti-cadeau, donc ont reçu des cadeaux de la part d'Urgo. Et donc là, c'était une enquête pas forcément toujours facile parce que on était confronté à des professions qui sont pas forcément habituées de nous voir, qui sont accompagnés quasiment systématiquement d'avocats. Donc le rapport est tout de suite pas forcément conflictuel, mais pas aussi apaisé que dans d'autres situations. Et donc, il a fallu recouper les différentes informations pour ensuite aboutir ou non à une procédure pénale envers les pharmaciens concernés. Voilà, et je finirai sur le fait que moi j'aime beaucoup le fait de travailler sur plein de secteurs différents. Je trouve ça très enrichissant. On est accompagné et voilà, ça permet de monter en compétences, même si au départ on n'en a pas du tout pour moi, notamment sur les secteurs très techniques. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Il y a une question justement, oui, qui porte sur l'organisation de la répartition des fonctions entre dorénavant la DGCCRF et la DGAL. Et donc, ça peut faire justement la transition avec l'intervention de Laura dans le domaine alimentaire, voilà, qui pourra revenir justement davantage sur ce sujet. Voilà. Bonjour à tous, donc Laura, je suis inspectrice en Eure-et-Loire en alimentaire, donc depuis à peu près 8 ans. C'est le premier poste que j'ai occupé et le seul poste que j'ai occupé parce que j'ai eu la chance d'arriver directement dans le département que je voulais rejoindre. Donc avant de vous présenter plus en détail mon métier, je vais vous présenter un petit peu mon parcours. Donc j'ai une formation en sciences politiques. J'ai travaillé un petit peu dans le secteur des contrôles, mais plutôt contrôle agricole après ma formation. Après un petit peu dans le privé, en tant que commercial aussi dans le secteur agricole. Et j'étais quelqu'un de très curieuse et je voulais un petit peu élargir mon activité au-delà de l'agricole et puis en retournant sur des aspects un peu plus juridiques. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de passer le concours de la DGCCRF et que maintenant je m'épanouis dans mes fonctions. Donc, mon métier d'enquêtrice alimentaire, donc moi, quand je suis arrivée à la CCRF il y a 8 ans, on avait encore des missions hygiène. On les a aujourd'hui maintenant avec la nouvelle répartition. L'hygiène est une compétence unique de la DGAL et nous, à la CCRF, on garde uniquement la compétence loyauté, mais parfois on va dire la frontière entre loyauté et hygiène, fraude, elle est
pas, voilà, c'est assez ténu. Donc moi, j'ai pris pour habitude, quand je le peux, de partir en contrôle dans les entreprises avec mes collègues de la DGL qui sont techniciens, qui sont spécialisés sur l'hygiène. Et en fait, on a des manières de travailler qui sont différentes mais complémentaires. Et du coup, c'est très intéressant à la fois pour monter en compétences, parce que moi, à la base, l'alimentaire, avec ma formation juridique, je connaissais pas grand-chose. Et du coup, j'ai pu apprendre au fur et à mesure des années euh, en allant sur le terrain avec mes collègues. Euh, Parce qu'on est voilà, on partage on est en direction, on est affecté. J'ai partagé mon bureau avec des collègues du ministère de l'Agriculture. Donc voilà pour les répartitions des compétences. Après, sinon, au quotidien, moi, mes missions en alimentaire, donc je travaille sur les denrées d'origine animale, donc tout ce qui est viande, charcuterie, lait. Pour vous illustrer un petit peu ça, par exemple, cette année, on a une enquête sur les desserts lactés. Donc, ça implique d'aller chez des grosses entreprises qui fabriquent voilà, des crèmes desserts et qu'on retrouve dans tous les rayons de nos GMS pour vérifier, par exemple, que lorsqu'ils mettent que le lait est d'origine française, que ce soit bien le cas. Il y a toute une réglementation aussi sur les produits laitiers, donc vérifier tout ça. Donc, on peut le faire au niveau des grosses industries agroalimentaires voilà, qui mettent sur le marché des millions et des millions d'unités de vente consommateurs, mais on peut aussi aller voir le petit producteur fermier qui a une production assez confidentielle. Et en fait, ça, c'est la même enquête, une enquête sur les desserts lactés, mais en fait, on va devoir s'adapter à tous les types d'opérateurs qu'on a sur le territoire. Donc, c'est très intéressant. Ça, voilà, il faut savoir s'adapter parce que c'est pas du tout les mêmes types d'interlocuteurs. Entre le producteur fermier qui est un agriculteur et puis le gros fabricant de yaourts avec une équipe qualité très nombreuse et des gens qui ont des formations scientifiques. Voilà, il faut savoir jongler. Et pour ça, voilà, on a des formations continues tout au long de l'année. Et puis, on a aussi la chance d'être en fait dans des services CCRF où on a des profils tous différents. Donc moi, je m'appuie régulièrement sur mes collègues qui ont un profil plus scientifique pour m'aider dans certaines enquêtes parce que parfois, j'arrive à la limite de ce que je sais faire et donc, on a cette chance à la CCRF de pouvoir, on va dire, faire appel à des compétences un peu partout autour de nous. Voilà un petit peu. Sinon, pour continuer d'illustrer notre quotidien, voilà, certains posaient la question des enquêtes, combien on en avait, comment ça se passe. En fait, on a un contrôle qui peut durer une journée. Par exemple, on va sur un marché, on fait un étal, tout va bien, il n'y a pas de souci, souvent on rédige quand même un avertissement parce que c'est rare que tout soit nickel. Mais là, ça va prendre une journée de travail. Et à côté de ça, récemment, j'ai passé 2 ans à enquêter sur la même entreprise à cause de pratiques frauduleuses. Donc là, c'était sur une entreprise qui fait du négoce et de la production de plantes sèches et aromatiques, qui ensuite les commercialise à destination d'industries pharmaceutiques, de compléments alimentaires et puis de cosmétiques. Donc là, on rejoint encore un peu des univers un peu plus scientifiques. Et donc, cette entreprise, son objectif, c'était de vendre, comme toutes les entreprises, mais celle-ci voulait vraiment beaucoup vendre. Et du coup, pour ça, voilà, elle changeait l'origine quand il y avait besoin pour que ça corresponde à la demande du client. Elle changeait le nom de la plante aussi pour que ça corresponde à la demande du client. Elle changeait la teneur en résidus de pesticides pour que le client, nous, CCRF, on lui demande un bulletin d'analyse pour que tout soit OK. Donc, en fait, l'entreprise passait son temps à faire des modifications documentaires pour que ça corresponde à la demande du client et pour pouvoir tout écouler ce qu'elle avait en stock. Donc, c'est une enquête voilà,
sur laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans. Au niveau des suites, on a fait différents types de suites. Des suites administratives qui ont consisté à faire des retraits-rappels de produits sur le marché. Donc, à une époque donnée, en fait, il y a eu pas mal de compléments alimentaires qui ont fait l'objet de retraits-rappels parce que, en fait, ça partait de mon entreprise que j'avais à gérer, mais après, elle était obligée d'informer les clients. Et puis, c'était les clients qui, in fine, avaient les retraits-rappels à faire. Donc on a fait ça. Après, on a rédigé un gros PV sur la tromperie, hein, tout type de tromperie. On avait aussi un volet sur l'agriculture biologique sur ce dossier-là. Voilà, on a échangé avec leur organisme certificateur parce qu'ils avaient une certification bio. Donc on a pas mal échangé et puis ça a abouti à ce que l'organisme certificateur retire la certification, donc une part importante du marché pour l'entreprise, puisque le bio représentait 40% de leur chiffre d'affaires. Donc voilà, on a multiplié, on va dire, les types de suites possibles pour faire cesser les pratiques. Voilà, j'espère avoir illustré et complété ce que mes collègues ont pu dire avec un petit côté un peu plus alimentaire pour ceux qui ont un profil un peu plus scientifique. Ouais, merci Laura. Effectivement, ça reboucle sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que finalement, dans tous les domaines, on peut avoir des enquêtes à développer parce que dans tous les secteurs, je ne sais pas s'il faut dire hélas, mais dans tous les secteurs, il peut y avoir des dysfonctionnements de marché liés au fait que les entreprises ne sont pas toujours loyales dans leurs pratiques. Et comme le disait Floriane, nous, durant l'école, on enseigne une méthodologie d'enquête et finalement, quel que soit le secteur, on va pouvoir déployer ensuite ce dispositif. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même malgré tout, si vous avez une appétence pour un domaine particulier, la commande publique, les relations industrie-commerce, le secteur des cosmétiques ou le secteur alimentaire, parce que vous venez de ce monde-là, vous pouvez évoluer dans votre carrière, même si vous avez un premier poste pour lequel vous avez privilégié peut-être le positionnement géographique et que donc le secteur ne correspond pas à ce que vous voulez. Au bout de 2-3 ans, même en interne, avec les mobilités qu'il peut y avoir parmi les autres agents, vous allez pouvoir vous positionner pour récupérer un autre secteur. Et donc, avec une formation continue, enclencher sur cet autre secteur. Vous l'avez déjà vu avec les cas qui ont été présentés, c'est une mobilité qui fonctionne plutôt bien. Lucille, est-ce que là, par rapport à l'intervention qu'on a eue, il y a des questions peut-être qui peuvent être relayées? Je dis qu'il y a la différence compétences et CRF DGAL. Bon, pour faire simple, on avait auparavant la mission sécurité sanitaire des aliments. Aujourd'hui, c'est la DGAL qui a récupéré cette mission-là. Donc, c'est vraiment la distinction des compétences aujourd'hui qui existe entre les deux services. La DGAL est sur le domaine sanitaire où nous, on est sur le domaine loyauté. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Lucille? Alors, je vois que ça revient. Peut-être dire que oui, les reconversions professionnelles sont possibles et que donc c'est ce qu'on disait au tout début de la présentation, qu'effectivement il y a une formation initiale à l'École nationale de la CCRF, ensuite pour disposer du socle de connaissances commun pour tous les inspecteurs. Et ce point-là fera l'objet du prochain webinaire. Ouais, Lucille, Voilà. juste pour rebondir sur cet aspect-là, en fait, parce qu'il y a une chose qui me frappe, où dans un des aspects, on indique y a-t-il un parcours formation pour des candidats du privé? Vos profils semblent orientés administration publique. Je crois que justement le discours et la présentation qu'on tente de faire aujourd'hui, c'est de montrer que finalement, on a tous les profils. On aurait peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse, présenter une étude exhaustive, par exemple de la dernière promo de mémoire qui devait être c'était une promo importante, je ne sais pas combien ils étaient, 140 ou 150. Franchement, si on vous montrait le panel d'âge potentiellement des candidats qu'on a admis, si vous voyez quel était leur cursus entre juridique, scientifique ou complètement autre, si vous voyez les expériences professionnelles qu'ils avaient eues pour un certain nombre avant de nous rejoindre, vous verriez qu'on a vraiment des promos qui sont avec des profils très variés. Parce qu'en fait, en même temps, ça correspond aussi à ce que nous on recherche, dans la mesure où on intervient dans tous les domaines de l'économie et que ce qu'on veut, c'est avant tout des personnes qui ont cette qualité-là d'autonomie, de curiosité, de persévérance et qui ont envie de faire de l'enquête. Ça se retranscrit dans les profils qu'on recrute. Et nous-mêmes, évidemment, notre objectif,
ce n'est pas de recruter que des sorties, des gens qui sont préparés à devenir fonctionnaires, qui ont fait des IPAG ou qui ont fait des études uniquement juridiques. On veut des profils variés et dans nos promos, on y arrive assez bien. Voilà, donc on essaye comme ça de traiter certaines questions que vous mettez dans le chat. Hein. Vous aurez compris qu'on traite en priorité toutes celles qui concernent vraiment le métier, les caractéristiques des profils, les carrières à dérouler, ce qui est plus concours. On reviendra une autre lors du prochain webinaire sur ce dispositif pour répondre à la belle persévérance d'un des candidats, d'une des personnes connectées sur l'oral d'anglais, parce que ça fait plusieurs fois qu'il nous en parle dans le chat. Oui, l'oral d'anglais fait partie de l'aspect obligatoire. La bonne nouvelle pour lui ou elle, si il ou elle n'est pas bilingue, c'est qu'il n'y a pas de note éliminatoire et que le coefficient est un peu moindre. Donc oui, peut-être que moi, le conseil que je vous donnerais, c'est que là, il vous reste quelques mois. Il y a peut-être quand même aujourd'hui des formations en ligne qui permettraient au moins d'atteindre un niveau d'anglais sans être bilingue, au moins d'être capable de tenir un micro-échange qui vous permettrait d'avoir une note à peu près acceptable. Et si vous êtes plutôt bon sur les autres matières, sur l'écrit et l'oral, ça peut le faire. Voilà, c'était une aparté concours pour répondre à cette… et c'est la même chose pour toutes les langues. On va poursuivre sur l'aspect, sur les métiers carrières. Lucille, qui est-ce qui intervient? Oui, Adélie Nicole, voilà, comme adjointe au chef de service pour voilà, une dimension plus à l'échelle managériale. Voilà, merci. Adélie, en propos introductif, tu peux peut-être répondre à cette belle question. L'argent récolté par les sanctions pécuniaires suite à des fraudes est-il attribué au budget de la DGCCRF? J'aurais aimé prévenir même aux agents de la CCRF, nous aurions plus de grains à moudre sur l'aspect déontologie, mais peut-être, voilà, dans le cadre de ta présentation, si tu peux reboucler sur cette question. Non, on n'est pas là pour rémunérer l'administration et nos métiers. Donc, on en reparlera parce que je vais parler donc de mes triples casquettes, donc d'adjointe au chef de service à la DDPP du Loiret 45, mais également encore enquêtrice en tant qu'inspectrice et aussi responsable du contentieux. Donc, je suis diplômée d'une licence de philosophie et d'un master 2 en droit privé. Et pour la question du concours et justement est-ce qu'il faut un profil administration publique, je voudrais juste préciser que lors de mon oral de concours, on m'a posé des questions sur une expérience en horticulture. Donc, comme quoi toutes les expériences professionnelles peuvent intéresser le jury et pas seulement les expériences les plus académiques. Moi, j'ai fait un IPAG après mon Master 2 en droit privé. J'avais préparé les IRA, les douanes et la CCRF, mais j'avais vraiment un attrait particulier pour la CCRF que j'avais découvert lors d'un stage en cabinet d'avocat sur un dossier de contrefaçon. Et donc, ce qui me plaisait, c'était les missions de service public qui étaient vraiment très concrètes avec une envie, en fait, après les études, d'aller à la découverte du tissu économique et puis également le fait que ce soit porteur de sens en matière de protection des administrés. Et de ce point de vue-là, on a voilà, le sentiment d'être utile au quotidien pour les citoyens. Donc, j'ai débuté comme enquêtrice en matière de prestation de services en 2017. J'ai vu des secteurs très divers, donc l'immobilier, j'ai été spécialisée même au sein de l'immobilier dans les syndics de copropriété. J'ai fait aussi des enquêtes avec beaucoup de plaintes de consommateurs en dépannage à domicile, des enquêtes d'arnaque au diagnostic accessibilité pour les petites entreprises, des enquêtes en formation professionnelle, et ça j'en fais encore, des enquêtes en pompe funèbre, en EHPAD, en service à la personne, dans les taxis aussi, avec aussi la rencontre en fait des syndicats professionnels du métier pour rédiger l'arrêté préfectoral sur les prix chaque année. Des enquêtes aussi chez les coiffeurs et les esthéticiennes ou en matière de tourisme. Et ça m'arrive encore aussi de faire quelques enquêtes en économie touristique.
Donc maintenant, ça fait 8 ans que je suis inspectrice. J'ai été d'abord 4 ans en Seine-Saint-Denis et puis ensuite, donc ça fait 4 ans que je suis dans le Loiret. J'ai eu envie de diversifier mes fonctions et donc ça fait maintenant 2 ans que je suis adjointe. Suite à une intérim qui a duré 9 mois, j'ai pris davantage de responsabilités au sein du service pour participer du coup au management de l'ensemble des enquêteurs. Et depuis cet été, je suis responsable spécifiquement d'un pôle, le pôle alimentaire. Donc voilà, en tant qu'adjointe, je participe à l'organisation globale du service et aux décisions stratégiques, donc avec la direction. J'aime beaucoup cet ancrage en fait avec la communauté de travail de la DGCCRF, mais aussi au niveau local. Et, et donc c'est aussi en tant qu'adjointe qu'il m'arrive parfois de gérer des alertes pour le service. On s'assure comme ça en fait de la bonne mise en œuvre des mesures volontaires par les entreprises lorsqu'un produit non conforme et dangereux a été mis sur le marché. Et donc, puisque j'ai eu aussi envie de prendre d'autres fonctions de responsable du contentieux qu'on partage à la DDPP 45 en binôme, j'apporte en tant que responsable du contentieux un appui technique aux enquêteurs sur les dossiers. Je vise les enquêtes pour assurer leur sécurité juridique et je fais le lien avec le parquet. Je leur soumets des transactions pénales à l'encontre de certaines entreprises. Je leur soumets aussi les dossiers qu'on souhaiterait audiencer. Donc voilà. Et enfin, je suis également correspondante CODAF. Donc, c'est-à-dire en fait des contrôles qu'on mène avec différentes administrations, par exemple l'URSSAF, les brigades de contrôle et de recherche de la DGFiP, les douanes. Voilà, donc en tant que correspondante, je participe aux discussions sur les ciblages pour les enquêtes et, euh, et voilà, je propose aussi les ciblages qui nous ont proposés par les autres administrations aux enquêteurs et ça nous permet de collaborer sous l'égide en fait de la préfecture. Donc j'ai été à la fois donc, inspectrice en poste en Île-de-France. J'ai trouvé ça très intéressant étant donné la densité du tissu économique, le fait qu'il y avait une grande variété d'entreprises, aussi beaucoup de très grosses entreprises avec des sièges sociaux. Et maintenant, j'exerce dans le Loiret, qui est un plus petit département. J'aime bien être adjointe d'un service concurrence, consommation et répression des fraudes, c'est-à-dire que en tant qu'enquêtrice, j'interviens toujours sur les prestations de services et alors que je suis responsable du pôle alimentaire et qu'il m'est arrivé voilà d'aider des agents qui prenaient des arrêtés de fermeture, etc., sur des produits industriels ou en sécurité des prestations de services. Et donc, en région, c'est intéressant aussi de voir quelles sont les spécificités locales. Par exemple, dans le Loiret, on a vraiment beaucoup d'entreprises cosmétiques, donc des enquêtes très intéressantes. Voilà, et puis on est plus proche aussi des problématiques agricoles, donc ce qui implique aussi davantage de dialogue avec, enfin en tout cas sur ces sujets-là, avec nos collègues de la DGAL, des services protection animale et sécurité sanitaire des aliments. Donc, je trouve que mon quotidien à la CCRF est très riche, avec des fonctions qui m'amènent à avoir des tâches très variées. Aucune journée ne se ressemble et malgré
toutes ces diverses casquettes, j'ai quand même un équilibre avec ma vie privée. Donc, je trouve voilà, que les métiers à la CCRF sont très épanouissants et je pourrais envisager quand j'en aurai envie, mais j'ai pas encore terminé d'apprendre en fait dans mon poste actuel, mais je pourrais éventuellement passer le concours pour devenir inspectrice principale et donc vraiment chef de service euh, au sein d'une direction. Voilà, merci. Merci Adélie pour ton intervention. Justement, j'allais te poser la question, quand tu es sortie d'école, il y a combien de temps? Je suis sortie d'école il y a 8 ans. J'ai passé le concours il y a 9 ans. D'accord. Donc en fait, on voit au travers de ton parcours qu'effectivement, bah, on peut passer par des postes d'abord en Île-de-France, ensuite aller en région, et puis même sans avoir passé le concours pour devenir responsable d'équipe, inspecteur principal, bah, déjà on peut se voir confier des missions d'adjoint qui sont des premières missions d'encadrement et évoluer dans son parcours. Donc ça illustre aussi un petit peu l'adaptabilité de la CCRF. Il y a une question qui revient justement, c'est Léo qui pose la question, est-ce que le métier d'inspecteur CCRF peut être dangereux? Et je crois qu'il posait la question un peu avant, Léo, comment gérer les personnes qui sont entendues et qui pourraient devenir agressives? Je crois que c'est une question qui est importante parce qu'en fait, quand on se projette sur le métier d'enquêteur, on a beaucoup mis en avant l'aspect intérêt du métier, le fait qu'on gère en autonomie un peu son portefeuille, qu'on détermine les pistes à suivre quand on enquête, un peu sur le modèle du journaliste qu'on évoquait tout à l'heure, mais là, avec une dimension juridique et aussi qualité du contrôle. Mais effectivement, on se pose la question, là on est un peu dans le monde jusque-là idyllique, bah, quand on le confronte à la réalité et qu'on est amené à faire face à des opérateurs un peu délicats, comment gérer les choses? Déjà, moi je prends souvent le parallèle à titre personnel. Mettez-vous à la place, c'est ce qu'on dit à nos enquêteurs, quand à titre personnel, vous vous faites arrêter pour un banal contrôle de police et de gendarmerie sur la route, bah, c'est vrai que ce n'est pas agréable d'être contrôlé. Même si on n'a rien à se reprocher, bah, quand on est arrêté, tout de suite, il y a une petite tension qui apparaît. Donc imaginez bien que quand vous contrôlez une entreprise pour laquelle eh ben, la question de la survie de l'entreprise peut se poser, parce que si on lui met une amende, bah, il va falloir pouvoir la payer. Les amendes peuvent aller sur des montants extrêmement élevés. Si on lui fait ce qu'on appelle aujourd'hui de la publicité négative en faisant le name and shame et en disant voilà, telle entreprise a commis un acte déloyal et qu'on le publie sur notre site, c'est relayé par les réseaux sociaux, bah, une entreprise, elle peut perdre du jour au lendemain toute sa crédibilité commerciale. Donc en fait, quand vous êtes responsable d'une entreprise et que vous recevez des enquêteurs, bah, oui, il y a une pression qui est ressentie et des fois, elle peut être compliquée à gérer. Donc là, j'ai posé le cadre. Et je vais laisser plutôt un de nos enquêteurs répondre à ça en lui disant, en lui demandant de nous dire bah, comment est-ce qu'il estime avoir été préparé à ça au mieux? Est-ce qu'il l'a déjà vécu? Et comment ça s'est passé dans ce cadre-là? Qui veut intervenir là-dessus? Bon, Laura va pouvoir intervenir. Ouais. Ouais, je vais me lancer. Bah, après, enfin, moi je pars du principe qu'il faut être respectueux. Du moment qu'on est respectueux, qu'on ne monte pas dans les tours, on va dire ça se passe plutôt bien. Et à un moment donné, si on sent que la situation dérape de trop, les consignes, c'est de se replier. On ne va pas risquer notre vie si on voit que la personne devient trop agressive. Mais bon, voilà, ça fait maintenant plus de 8 ans que je suis sur le terrain. Franchement, ça se passe plutôt bien. Et si on sait d'avance que ça peut être compliqué, bah plutôt y aller à deux. Et voilà, ou alors si on peut bah, convoquer la personne au bureau pour faire le contrôle au bureau à partir de documents que la personne amènera. On trouve toujours des solutions. Et puis, bon, à l'école, en formation, on a un petit module, mais c'est vrai que enfin, moi je dirais que c'est plus sur le terrain quand même, en sortant avec d'autres enquêteurs qu'on apprend. Et, et franchement, tant qu'on est respectueux, enfin, chacun a son rôle. Nous, on est dans le rôle de contrôleur, d'inspecteur. Le professionnel, il est dans son rôle de chef d'entreprise. Et puis, bon, des fois aussi, ça peut arriver de dire, bah, écoutez, si vous voulez pas que le contrôle se passe, on va dire à l'amiable, c'est pas grave, je vais aller voir la gendarmerie, puis je reviens dans quelques minutes. Oui, c'est ça. On se fait aussi assister parfois par d'autres opérateurs. Et puis, il faut avoir en tête que nos contrôles,
on peut assez facilement quelque part se replier et se mettre en sécurité parce que les éléments de la pratique, la fraude, la pratique déloyale, ils sont dans la comptabilité, ils sont dans les contrats, ils sont dans les témoignages des clients, ils sont dans les factures. Donc on a toujours des moyens de récupérer les éléments par ailleurs et de convoquer la personne pour la confronter à ces éléments-là. Et puis effectivement, vous êtes quand même préparé à ça au travers de l'année de formation avec des thématiques sur la relation contrôleur-contrôlé pour vous donner ces quelques clés. Et puis, durant cette année de formation, tout à l'heure, il y a des stages. Il y avait une question qui était posée là-dessus sur un petit peu le rythme des stages. Et l'idée, c'est que vous avez 2 stages un peu qui font 3 à 4 semaines, qui sont posés l'un en décembre, l'autre en mars, qui visent justement, une fois que vous avez acquis un certain nombre de savoirs un peu théoriques sur les pouvoirs d'enquête, sur les secteurs sur lesquels vous allez intervenir, vous allez dans un département et là, le but, c'est que vous accompagnez des enquêteurs pour un petit peu qu'ils vous montrent leurs pratiques et vous pouvez également être mis en situation d'intervenir. En tant qu'enquêteur, inspecteur stagiaire, vous avez déjà des pouvoirs pour accompagner les enquêteurs et faire des actes d'enquête. Et à la fin de votre formation, les 4 derniers mois, c'est un stage pratique et final en département où là, vous êtes mis véritablement en situation potentiellement où vous pouvez être accompagné par un collègue qui a plus d'expérience, mais qui vous laissera en première ligne et vous aidera un petit peu à vous dire après coup, à faire un débrief pour dire, voilà, à tel moment, peut-être que là, tu aurais dû faire ça, sentir ça, ou ça, c'était bien. Et puis, il sera là aussi, entre guillemets, en deuxième rideau. Si jamais ça devenait plus tendu, il est là pour vous soutenir. Nous, notre objectif, on sait que c'est un métier qui n'est pas facile, et c'est bien que vous évoquiez ce point-là, parce que quand on passe le concours, il faut être conscient de ça, être confronté à des professionnels au quotidien, c'est pas toujours évident, mais comme le disait Laura, quand on a des savoir-être qui font qu'on est capable d'expliquer pourquoi on est là, quel est le sens de notre travail, et d'un petit peu d'essayer de calmer les gens plutôt que d'ajouter de l'huile sur le feu et d'avoir un côté cow-boy, les choses se passent bien. Et sachez que les profils qu'on recherche et les profils qu'on recrute, c'est aussi des gens qui sont plutôt posés, de cette manière-là. Clairement, si on identifie que dans le profil de la personne, on a ce côté-là un petit peu trop vindicatif ou qui va avoir l'envie d'être un peu le côté cow-boy ou chevalier blanc, nous, ça nous éveille quelques risques. Donc voilà, sachez qu'on vous accompagne, on est conscient de la difficulté, on vous accompagne là-dessus. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez pu voir d'autres questions qui concernent le métier d'enquêteur qu'on pourrait traiter? On évoque le soutien de la police dans les perquisitions. On a des pouvoirs propres qui sont faits sous l'autorité du juge. Donc on est accompagné d'un officier de police judiciaire, mais les perquisitions sont menées par la CCRF. Quand on constate des choses qui ne sont pas dans notre périmètre, parce qu'effectivement, le pouvoir de la CCRF, il est quand même limité au texte qu'on évoquait, et si par exemple, s'il y a des problèmes de travail clandestin, nous, on ne va pas enquêter directement là-dessus. Il se peut que lors de nos contrôles, à l'occasion d'un contrôle, on découvre ces aspects-là, comme tout fonctionnaire, avec l'article 40 du Code de procédure pénale, on les signale au parquet, qui ensuite poursuivra ou pas l'infraction. Je rebondis ce que je l'avais noté sur ce que disait Adélie en évoquant les différents contrôles qu'elle avait pu mener. Elle évoquait le fait qu'elle avait notamment fait des contrôles chez des coiffeurs. Alors c'est vrai que quand on passe à un concours et qu'on devient enquêteur, on se dit mais quel type d'enquête on peut faire chez un coiffeur? En réalité, ça illustre assez bien l'intérêt et le périmètre du métier d'enquêteur, parce que vous allez chez un coiffeur, vous pouvez, entre guillemets, regarder si ses prix sont bien affichés et s'ils le sont, repartir. C'est un premier acte de contrôle d'investigation, pas totalement d'enquête. Mais chez un coiffeur, vous pouvez vérifier le type de produit qu'il met en œuvre. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas des produits qui peuvent être dangereux pour les clients? Vous pouvez vérifier si il a des systèmes d'abonnement ou de remise tarifaire qu'il met en avant et qui respecte ou pas. Vous pouvez vérifier s'il fait de la pub via un système d'influence commerciale, il paye un influenceur, et qu'est-ce que dit l'influenceur pour que vous alliez ou pas chez ce coiffeur. Peut-être que ce coiffeur, il se voit imposer des prix imposés par des grandes marques de cosmétiques pour les vendre à certains prix à ses clients. Ou s'il est dans une grande chaîne, vous en connaissez tous, je ne citerai pas de nom, peut-être que dans la chaîne, on lui impose que pour chaque client, en plus de la coupe, à chaque fois on fasse un soin et qu'on ait des démarches agressives pour forcer les clients à faire ce soin. Quand on est enquêteur, la possibilité, quand on rentre chez un coiffeur, et j'en ai probablement oublié des thématiques, on a l'autonomie d'aller contrôler tout ça. On peut poser des questions aux clients, passer via un mailing pour s'assurer qu'on ne leur a pas vendu des prestations qu'ils ne souhaitaient pas. On peut vérifier toute la comptabilité et les factures. On peut vérifier le contrat qu'il a signé
avec la tête de franchise. Donc, vous voyez, même dans un domaine qui semble assez simple de premier abord, on peut développer des contrôles assez approfondis. Et à mon avis, c'est ce qui fait tout l'intérêt du métier d'enquêteur à la CCRF. On arrive presque au bout de notre intervention. Est-ce que toi, Lucille, tu as pu identifier dans le fil du chat des points en lien avec le métier d'enquêteur qui mériteraient qu'on l'évoque? J'ai l'impression qu'on a répondu à nombre de questions. Et quand c'était des questions plutôt portant sur l'organisation et le concours, le site internet a été remis, hein, donc la page Devenez inspecteur, inspectrice de la DGCCRF, la page internet sur laquelle vous aurez tous les renseignements donc sur le concours pour vous inscrire. Voilà, et puis voilà, donc nous, j'ai l'impression qu'on a répondu à nombre de questions. Le prochain webinaire, je rappelle juste, c'est mardi 25 novembre à 17h30. Voilà. Pour ceux qui sont inscrits, donc vous avez la lettre info concours. Le webinaire sera bien diffusé en ligne pour consultation, voilà, si vous le souhaitez. Et puis, n'hésitez pas donc à aller de manière un peu plus large sur le site internet où vous avez nombre d'infos, donc notamment le bilan d'activité avec l'ensemble des faits marquants, des temps forts qui permet voilà, de prendre connaissance aussi de manière aussi plus large de l'ensemble des secteurs d'activité économique sur lesquels nous intervenons et qui mentionnent notamment les chiffres clés. Voilà. Eh bien, merci Lucille pour ces éléments. Merci pour l'organisation matérielle de ce webinaire. Et puis, je remercie chacun de nos intervenants parce que c'est eux qui ont donné corps à ce métier d'enquêteur. Quand on se présente à un concours, parfois les choses restent assez théoriques au travers d'un rapport d'activité ou de rapport de jury. Là, au travers des témoignages que vous avez eus, vous pouvez vous rendre compte des spécificités de chacun et de l'intérêt que chacun a trouvé dans son métier. Et puis, si vous hésitez encore, je pense que le fait que justement, vous voyez, vous ayez en face de vous ces enquêteurs qui ont accepté tous de se connecter comme ça en fin de journée, après leur journée de travail, pour venir vous parler de leur métier, je crois que c'est la plus belle preuve que le métier d'enquêteur, il a ce sens auquel on adhère, qu'on a envie de le partager, de le faire connaître, parce que c'est une petite direction, comme je disais tout à l'heure, mais une fois qu'on la connaît, qu'on identifie ses métiers, on y raccroche beaucoup de sens, on s'y investit beaucoup, on se rend compte qu'au sein de la CCRF, les agents, il y a des réseaux qui fonctionnent bien, qu'il y a beaucoup de sens de collectif entre les agents, des réseaux qui fonctionnent parce qu'on partage tous ces valeurs-là. Donc si au travers de cette présentation, on a éveillé chez vous une petite étincelle, un petit truc en vous disant « ouais, c'est vrai que j'avais vu ce métier-là comme un métier de fonctionnaire et j'imaginais peut-être rejoindre la fonction publique », dites-vous que là, on est sur un métier de fonction publique, mais j'espère qu'on a réussi à vous faire passer le message qu'on est sur un métier qui est en prise avec la réalité, le quotidien des Français, qu'on est sur un métier qui a du sens et une administration moderne et qui sait s'adapter aux nouveaux enjeux et aux nouvelles problématiques économiques, qu'elles soient numériques, qu'elles soient liées à la transition écologique, et que pour ça, on a besoin de forces vives et de profils très divers qui seront impliqués dans nos futures enquêtes. Donc voilà. Écoutez, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire où on parlera plus de concours. Et merci encore à chacun de nos intervenants. Et merci à ceux qui ont suivi ce webinaire pour leur attention tout au long de ce webinaire. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.